Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre fourre-tout qui est consacré à des choses qu'on n'a pas encore vues sur les anneaux. Parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses sur les anneaux. Donc on va étudier les anneaux, la notion d'idéal d'anneau principal, neutérien, factoriel et les propriétés arithmétiques des anneaux. On a déjà travaillé un petit peu là-dessus, même beaucoup là-dessus, quand on a étudié l'anneau Z+. Et puis aussi pour l'anneau Z de X des polynômes à une indéterminée dans un anneau A. La notion d'idéal. I est une partie non vide d'un anneau A+, point. I est un idéal à gauche de l'anneau A si I+, est un sous-groupe du groupe A+, et si A.I inclus dans I. A.I inclus dans I, ça équivaut à dire que A.I appartient à I, quel que soit A appartenant à A et I appartenant à I. De même, on définit la notion d'idéal à droite si I+, est un sous-groupe de A et si I.A est inclus dans I. I est un idéal bilatère si c'est un idéal à gauche et à droite. Évident, si A est commutatif, comme A.I est égal à I.A, ben A.I inclus dans I va impliquer I.A inclus dans A, et c'est même équivalent. Donc, si I est un idéal à gauche, respectivement à droite, il va être bilatère. Attention, si I est un sous-groupe de l'anneau A, c'est pas forcément, et même si A est commutatif, I n'est pas forcément un idéal, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément A.I ou I.A qui est inclus dans I. I est un idéal à gauche, respectivement à droite de A, alors I plus point est un sous-anneau de A. En effet, si XY appartient à I, X.Y appartient à I.I, ben I.I c'est inclus dans A.I, qui est inclus dans I parce qu'on a un idéal à gauche, donc X.Y appartient à I. Idem, comme on sait déjà que c'est un groupe, et qu'en plus on a ça, eh bien on déduit que c'est un sous-anneau. Idem à droite. L'intersection d'une famille I-alpha, donc alpha appartenant à un ensemble E, d'une famille quelconque d'idéaux à gauche de A, est un idéal à gauche de A, idem à droite. En effet, A.I-alpha est inclus dans I-alpha, quel que soit alpha appartenant à E, et I égale intersection des I-alpha pour alpha appartenant à E est un sous-groupe de A. Alors pourquoi? Parce que O appartient à I-alpha, quel que soit alpha, implique que O appartient à I. Et si XY appartiennent à I, alors XY appartiennent à tous les I-alpha. Et donc comme I-alpha est un idéal, donc un groupe, un sous-groupe de A, X-Y appartient à I-alpha, quel que soit alpha, donc X-Y appartient à I. Et d'autre part, si I appartient à I et que A appartient à A, alors A.X, alors je ne l'ai pas appelé I, en fait je l'ai appelé X, A.X appartient à I-alpha, quel que soit alpha, puisque X est dans I, c'est-à-dire dans tous les I-alpha. Donc A.X va appartenir à I-alpha, quel que soit alpha, puisqu'on a affaire à un idéal à gauche. Donc A.X appartient à tous les I-alpha, donc A.X appartient à I, et donc j'ai bien un idéal à gauche. Si I et J sont des idéaux à gauche de A, alors I plus J, qui est égal à ça, est un idéal à gauche de A, idem à droite. Démonstration, I plus J plus est un groupe, parce qu'on a ça, et que si X plus Y appartient à I plus J, et X plus prime plus Y prime appartient à I plus J, alors la différence appartient à I plus J, car X moins X prime appartient à I, puisque c'est un sous-groupe de A, et Y moins Y prime appartient à J, puisque c'est un sous-groupe de A. Donc, c'est pas terminé. Si je prends X plus Y appartenant à I plus J, et si je prends A appartenant à A, eh bien A.X plus Y égale distributivité dans les anneaux A.X plus A.Y. Ça va appartenir à I puisque I est un idéal à gauche. Ça appartient à J puisque J est un idéal à gauche. Donc, la somme des deux appartient donc à I plus J.
Et donc ça veut dire que I plus J est bien un idéal à gauche. Si IK est une famille d'idéaux, une famille finie d'idéaux à gauche de A, alors leur somme définie, ça se définit par récurrence ou par un truc comme ça, est un idéal à gauche de A, idem à droite. Bon, la démonstration est évidente, on l'a déjà fait dans le cas n égale 2. Ensuite, c'est une récurrence. Remarque, I sous anneau de l'anneau A n'implique pas que I est un idéal de A. I idéal de A implique que I est un sous-anneau de A. Si A est unitaire et si 1 appartient à I, alors I égale A. Démonstration, on prend A égale Q de X pour le premier, donc anneau des polynômes à coefficient dans Q. I égale Z de X, anneau des polynômes à coefficient dans Z. I plus multiplié est un sous-anneau de A plus multiplié, mais pas un idéal. Pourquoi? Parce que si je prends X plus 1 appartenant à I, et un tiers de X appartenant à A, quand je les multiplie, un tiers de X facteur de X plus 1, ça fait ça, et c'est pas dans I parce que les coefficients ne sont pas dans Z. Petit e, supposons que I soit un idéal à gauche de A, I plus c'est un sous-groupe de A+, quel que soit xy appartenant à I, x.y appartient à A.I, puisque I est inclus dans A. Donc x.y appartient à I, puisque c'est un idéal à gauche, et donc I plus multiplié va être un sous-anneau de A, puisque à chaque fois qu'on prend x, y dans I, le produit est dans I. Si 1 appartient à I et que x appartient à A, et que I est un idéal à gauche, x.1 appartient à I, donc x appartient à I, donc x appartient à A implique x appartient à I, donc A est égal à I. Ou I est égal à A, on dirait plutôt I est égal à A, mais c'est pareil. Si A est unitaire et si I est un idéal de A contenant un élément A inversible dans A, multiplié, alors I est égal à A. En effet, si A appartient à I, comme son inverse A-1 appartient à A, alors A-1.A appartient à A.I, c'est-à-dire va appartenir à I, puisque A.I est inclus dans I. Donc 1 appartient à I, puisque I est un idéal. Et bien, on a vu que si 1 appartient à I, alors I est égal à A. Exemple d'idéaux, 3Z est un idéal bilatère de l'anneau commutatif Z, car 3Z plus est un sous-groupe de Z+, et si 3N appartient à 3Z, donc N appartient à Z, et P appartient à Z, alors P fois 3N est égal à 3NP appartient à 3Z, donc Z.3Z est inclus dans 3Z, donc c'est bien un idéal. À gauche. Petit 2, 0, A, qui sont des sous-anneaux de A, sont des idéaux bilatères de A. Pourquoi? Parce que ce sont des sous-groupes de A, et parce que A.A est évidemment inclus dans A, et que A.0, on multiplie n'importe quel élément par 0, ça fait 0 la tête à Toto, et donc c'est égal à ça, donc c'est bien inclus dans ça, et donc ce sont des idéaux. Deux petites remarques, si F est un morphisme de l'anneau A vers l'anneau B, et J un idéal de B, par exemple à droite, alors F-1 de J va être un idéal à droite de A. Et si c'est à gauche, ça sera à gauche. Démonstration, I égale F-1 de J, on sait déjà que I plus est un sous-groupe de A+, puisque F est un morphisme de groupe, soit I appartenant à I, X appartenant à A, F de I alors appartient à J, F de X à B, donc F de I point F de X appartient à l'idéal à droite J, puisque J est un idéal à droite. Donc ça appartient à J, parce que F de I appartient à J. Donc F de X appartient à J, donc X appartient à F-1 de J, c'est-à-dire I, quel que soit I appartenant à I, et quel que soit X appartenant à A. Donc I est un idéal à droite de A. Et si j'avais pris l'idéal à gauche, j'aurais obtenu l'idéal à gauche, soit F un morphisme d'anneau toujours, et I un idéal de A cette fois-ci. Alors F de I est un idéal de l'anneau F de A, c'est-à-dire du sous-anneau de B. Et ça va être du même côté, c'est-à-dire que si I est un idéal à droite, F de I sera un idéal à droite, si I est à gauche, il sera à gauche. Mais F de I n'est pas nécessairement un idéal de B. Alors si F est surjective, évidemment, F de I va être égal à B, donc ça sera un idéal de B, bien sûr. Démonstration, c'est déjà que F de I est un sous-anneau de B, parce
puisque l'image d'un anneau, par un morphisme d'anneau, c'est un anneau, soit J appartenant à f de I et Y appartenant à f de B. Il existe I appartenant à I, X appartenant à A, tel que J égale f de I, Y égale f de X. Donc J, Y égale f de I, f de X égale f de X, mais I est un idéal à droite de A, donc Ix appartient à I, donc JY est un f de quelque chose qui voilà, il appartient à f de I. Donc f de I est un idéal de f de A. Voilà. Mais j'ai dit que c'est pas forcément un idéal de B. Et je vais le montrer ici avec ce. Alors là, c'est pareil, on a fait avec idéal à droite, et ce sera la même chose à gauche. Contre-exemple, eh bien on prend f qui a x appartenant à z associe lui-même, hein, donc l'identité, mais cette fois-ci dans Q. Donc c'est un morphisme d'anneau, bien sûr. Hein. Et z est un idéal de z plus multiplié, et f de z est égal à z. Mais z n'est pas un idéal de Q. Z n'est pas un idéal de Q, c'est écrit comme ça. Car si je prends 1 appartenant à Z, 1 appartient à Z évidemment, et je prends un tiers appartenant à Q, parce que quand je les multiplie, 1 fois 1 tiers, il n'appartient pas à Z. D'accord? Il appartient à Q, mais pas à Z. Donc f de Z qui est égal à Z n'est pas un idéal de Q. Idéal à gauche de A engendré par une partie non vide grand X de l'anneau quelconque A. C'est l'ensemble I des éléments de cette forme où les AK appartiennent à A et les XK à X. C'est un idéal à gauche de A. On peut le noter de cette façon et on définit de même l'idéal à droite, engendré par X. On parle d'idéal engendré par. Démontrer. Démonstration. X est non vide, donc il existe un alpha appartenant à X et 0.alpha. 0.alpha, il est bien de cette forme, donc il va appartenir à I. Donc, si X maintenant est égal à la somme des AKXK de 1 à N et Y somme, alors là j'ai numéroté à partir de N plus 1 pour que ça soit plus facile, AP des AKXK appartenant à I, alors X moins Y va être une somme de BKXK, où les BK sont des AK de 1 à N, et puis les BK sont des moins AK de N plus 1 à P. Et donc X point Y est bien de cette... Et donc X moins Y, hein, c'est pas X point, c'est X moins Y, est bien de cette forme-là, donc il appartient à I, donc I est un sous-groupe de A. Maintenant, si X est comme ça dans I, et si A appartient à A.X est égal à ça, avec la distributivité et l'associativité, eh bien, ça va me donner que c'est... Oui, c'est ça. Grâce à la distributivité et l'associativité, j'obtiens ça. Et comme les AAK appartiennent à A, et que les XK appartiennent à I, d'accord, eh bien, j'ai une somme qui est de cette forme-là. Les XK appartiennent à X, pardon. Et donc A.X appartient à I. Donc I est bien un idéal à gauche. Hein. Voilà. Si de plus A est unitaire, alors X est inclus dans la partie engendrée par X à gauche. Et cet idéal est l'intersection de tous les idéaux à gauche de A qui contiennent X. X, cet idéal est alors le plus petit idéal à gauche de A contenant X, idem pour l'autre. Démonstration, quel que soit X appartenant à X, X est égal à 1.X, donc X appartient à I, donc quand X est inclus dans I. Delta, l'ensemble des idéaux à gauche de A qui contiennent X, il est non vide parce que celui-là et puis celui-là, alors là c'est évident, appartiennent à delta. A est toujours un idéal, hein, l'anneau entier est toujours un idéal à gauche et à droite de A. Hein, parce que A.A est inclus dans A, bien sûr. Donc I, alors j'appelle I égale l'intersection de tous les idéaux comme ça, hein, c'est-à-dire tous les idéaux à gauche de A qui contiennent X. Il contient X, bien sûr, parce que X est inclus dans chaque J qu'il y a dans delta, et I est un idéal à gauche de A. En effet, 0 appartient à J, quel que soit J appartenant à delta, quel que soit J appartenant à delta,
Et donc 0 va appartenir à l'intersection. Et si x, y appartiennent à i, alors x appartient à j et y appartient à j, quel que soit j appartenant à delta, donc x moins y appartient à j, quel que soit j appartenant à delta, donc x moins y appartient à l'intersection, donc on a bien affaire à un groupe. Et si x appartient à i et que a appartient à a, alors x appartient à j, quel que soit j appartenant à delta, mais comme j est un idéal, a.x va appartenir à j, quel que soit j appartenant à delta, puisque c'est un idéal à gauche. Donc a.x appartient à i, donc i est un idéal à gauche de a. Donc on a ça, hein, qui implique évidemment ça, hein, puisqu'il fait partie des idéaux. Donc l'intersection contient ça. Et d'autre part, i, donc ça nous dit ça. Mais i est un idéal à gauche de a et x appartient à i, donc i est contient tous les... Oui, et donc il contient tout ça. Hein, parce que les AK appartiennent à A et les XK appartiennent à X, donc à I. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a ça. Et donc on a la double inclusion et donc I est égal à la partie engendrée par X, d'où le résultat et le fait que ça soit le plus petit qui contienne X. Soit A un élément d'un anneau quelconque A, alors A.A désigne l'ensemble des AX, X appartenant à A, et c'est un idéal à gauche, à droite pardon, de A, et grand A point petit a égale l'ensemble des x point A est un idéal à gauche de grand A. Si A est unitaire, parce qu'il ne l'est pas forcément, alors petit a appartient à A point A, grand A, et A point grand A va être égal à ça, c'est-à-dire la partie engendrée par A. Et A, grand A point A va être égal à ça. Donc idéaux à droite et à gauche engendrés par A. Donc plus petits idéaux à droite et à gauche contenant A, d'après ce qu'on a dit. Démonstration, AA plus est un sous-groupe évident de A+, revoir les trucs sur les groupes. Même pas, c'est évident. Hein. Bon, 0 appartient, et puis ensuite on fait x moins y, puis on voit que ça appartient. C'est des choses qu'on a déjà faites. Hein. Là, c'était plus compliqué encore. X égale AY appartenant à A point A et Z appartenant à A. X point Z va être égal à A, va être égal à AY point Z. Et grâce à l'associativité à A point Y point Z. Donc, il appartient à A, parce que ça appartient à grand A. Donc, c'est un idéal à droite de A. Si A est unitaire, A est égal à A.1, est égal à 1.A, donc A appartient à ces deux idéaux. Et tout idéal à droite J contenant A contient A.x, quel que soit x appartenant à A, donc contient A.A, ce qui veut dire que A.A est inclus dans J. Mais A.A est un idéal à droite contenant A, donc c'est le plus petit qui contienne A. Hein, et donc A.A va être égal à l'idéal engendré, alors l'idéal à droite engendré par A, et qu'on note généralement plus simplement comme ça. On dit qu'un idéal grand I à gauche ou à droite de A est principal s'il existe petit a appartenant à grand A, tel que grand I est égal à A petit a point grand A est égal aussi à grand A point petit a. Comme celui-là est un idéal à droite et celui-là un idéal à gauche, ça veut dire que I est un idéal à gauche et à droite, donc il est bilatère. Un anneau grand A est dit principal s'il est intègre, et si tout idéal, que ce soit à gauche ou à droite de A, est principal. Propriété, tout anneau principal est unitaire. Démonstration, on a un groupe, et évidemment, hein, puisque c'est un anneau, et A.A est évidemment inclus dans A, parce que quand on prend x et y appartenant à A, x.y appartient à A. Donc c'est bien, grand A est un idéal bilatéral, alors est un idéal, donc il va être, c'est même un idéal bilatère hein, de A, et donc comme l'anneau est principal, hein, eh bien on peut dire que grand A est de la forme petit a point grand A et aussi grand A point petit a. Alors maintenant l'élément petit a qui appartient à A. Donc il appartient à A point grand A. Donc il existe x appartenant à grand A tel que A égale A point petit x.
grand A est aussi égal à grand A point A. Donc si je prends alpha appartenant à grand A, il appartient à grand A point A, donc il existe bêta appartenant à grand A, tel que alpha égale bêta point A. Et donc ça nous fera bêta point, je remplace A par A point X, j'utilise l'associativité, et le bêta point A, c'est justement alpha, donc ça fait alpha point X. Donc j'ai alpha égale alpha point X, quel que soit alpha appartenant à grand A, première chose. De même, pour alpha quelconque appartenant à grand A, comme grand A est égal à A point grand A, il existe gamma appartenant à grand A, tel que alpha égale A point gamma. Et A appartient à grand A, qui est égal à grand A point petit a. Donc il existe Y appartenant à grand A, tel que A soit égal à Y point A. Du coup, mon alpha qui est égal à A point gamma va être égal, je remplace A par Y point A, point gamma, j'utilise l'associativité, et le A gamma c'est alpha, donc c'est égal à Y point alpha. Donc j'ai alpha égale Y point alpha, quel que soit alpha appartenant à grand A. Oui, parce que le Y, lui, il dépend que de A. En prenant alpha égale X dans 2. Donc je remplace alpha par X. J'obtiens X est égal à Y point X. Et en prenant alpha, puisque c'est vrai ça, quel que soit alpha, et là aussi, en prenant alpha égale Y dans 1, j'ai Y égale Y point X. Donc Y point X, il est égal à X et à Y. Donc X est égal à Y. D'accord? Ça, c'était en prenant un alpha particulier. Maintenant, je retourne à un alpha quelconque. J'ai donc alpha égale alpha point X, et là j'ai alpha égale Y point alpha, sauf que j'ai démontré que Y était égal à X. Donc j'ai alpha égale X point alpha. Donc mon alpha, il va être égal à X point alpha et alpha point X, quel que soit alpha appartenant à grand A, ce qui veut dire que X est l'élément neutre. On sait que quand il existe un élément qui vérifie ça, quel que soit alpha, et bien on sait qu'il est unique, c'est l'élément neutre pour la multiplication, et donc A est unitaire. Remarque, souvent on impose à un anneau d'être unitaire, donc on ne se pose pas toutes ces questions. Si F est un morphisme d'anneau, alors le noyau de F, c'est-à-dire F-1 de 0B, est un idéal bilatère de A. On sait que KF est un sous-groupe du groupe A+. Maintenant, si A appartenant à grand A, si A appartient à grand A et que X appartient à KF, F de A point X est égal à F de A F de X. Alors, je ne dis pas quelles sont les opérations sur B. On va les noter multiplier. On peut mettre un point si on veut. De toute façon, ce F de X, il va faire 0 puisque X appartient à KF. Et donc 0 fois F de A, enfin F de A point 0, ça fera 0, le 0 de B. Donc A.x, f de AX égale 0, donc A.x appartient à KRF. Donc A.KRF est inclus dans KRF, de même KRF.A est inclus dans KRF. Donc on a bien KRF qui est un idéal bilatère de A. Anneau quotient, R une relation d'équivalence sur l'anneau A, compatible avec les deux opérations, ça veut dire ça. Alors on a vu déjà, théorie des groupes, que l'on peut définir une opération T sur l'ensemble quotient par ça, qui fait de Q, l'espace quotient, un groupe additif, qui ici est abélien parce que A est abélien, avec élément neutre classe de 0, et opposé. Alors l'opposé de la classe de x, d'un élément x, c'est la classe de l'élément moins x. On peut définir une opération étoile de même. Par ça, grâce à ça, et à ce moment-là, on a un anneau. Bon, il suffit de prendre x, y, z, et on vérifie, on prend classe de x étoile, classe de y étoile, classe de z. On applique la définition, on applique l'associativité dans A, redéfinition, et on a l'associativité de l'étoile dans Q. Et puis là, pareil pour la distributivité, la définition, on applique la distributivité dans A, et je vous laisse vérifier, on a la distribution à droite, idem à gauche. Donc on a bien un anneau qu'on appelle l'anneau quotient de A par R. Si A
est commutatif, l'anneau est commutatif, parce que classe de x étoile classe de y égale classe de x.y égale classe de y.x égale classe de y étoile classe de x. S'il est unitaire, l'anneau quotient est unitaire d'élément neutre, la classe de 1, car classe de x étoile classe de 1 égale classe de x.1 égale classe de x égale classe de 1.x égale classe de 1 classe de x. S'il est unitaire et que x est inversible, alors la classe de x est inversible et son inverse c'est la classe de x-1. En effet, si y égale x-1, on a cette relation, puis on passe aux classes et on note qu'il y a ça qui fait que la classe de x est inversible d'inverse y. Si x est inversible et x' en relation avec x, la classe de x' est égale à la classe de x, donc elle est inversible, mais rien ne dit que x' est inversible dans A. On verra un contre-exemple. La surjection, la projection canonique sur l'espace quotient est un morphisme d'anneau surjectif dont le noyau est égal à la classe de 0, sous anneau de A, ça on s'en fiche un peu, disons que c'est surtout un idéal bilatère. Démonstration. Eh bien, la surjection, c'est évident, hein, par définition de Q. Hein. Chaque élément de Q est la classe d'un élément. Pi de x plus y, ça fait ça. Et de même pour pi de x.y. Donc, on a bien un morphisme, et donc h égale quart de pi est un sous-anneau de A, mais surtout, on sait qu'il est un idéal, c'est ça qui m'importe, est un idéal bilatère. Alors, h égale noyau de pi, c'est l'ensemble des x tel que pi de x égale classe de 0. Donc ça fait classe de 0 en fait. Et donc on sait hein, que c'est un idéal bilatère, mais là on le retrouve parce que la classe de 0, c'est évidemment un idéal. C'est évidemment un idéal de A. Réciproquement, si H est un idéal bilatère de cet anneau, alors la relation R définie sur A par x, R, y équivaut à x moins y appartient à H. C'est une relation d'équivalence sur A compatible avec l'addition et point. Et pour cette relation R, dans l'anneau quotient Q, on a classe de 0 qui est égale à H. Q égale A sur R sera noté A sur H. Attention, H est un idéal bilatère. On sait déjà que H est compatible avec plus et classe de 0 égale H pour le groupe QT. C'est évident, hein, mais je vous invite à regarder le chapitre sur les groupes. De plus, si on a ça, alors x moins x' est égal à h appartient à h, et y moins y' égale la classe d'un élément k, est égal à k, pardon, appartenant à h. Et donc quand on fait x.y moins x'.y', on va obtenir que ça fait x' plus h moins y' plus k moins x', on développe avec l'associativité, x', k, plus, parce que x', y' s'en va, hein, plus h, y', plus hk, et tout ça, ça appartient à h, parce que là-dedans, on multiplie toujours par un élément de h, et que h est un idéal bilatère. Donc, en fait, xy moins x', y' appartient à h, donc xy est en relation avec x', y', d'où le résultat. Conclusion, il est évident de se donner une relation d'équivalence ou un idéal bilatère de A. Désormais, T et étoile seront notés de la même façon que dans A, c'est-à-dire plus et multiplie. Un petit rappel tout d'abord, quand on a un groupe fini et un sous-groupe H de ce groupe fini, G sur H est un groupe fini d'ordre obtenu en divisant l'ordre de G par l'ordre de H. Ce qui donne bien un nombre entier, parce que comme H est un sous-groupe de G, son ordre divise celui de l'ordre de H, divise l'ordre de G. Donc si H est un idéal bilatère de l'anneau fini, comme c'est un sous-groupe, eh bien l'ordre de A sur H est aussi ordre de A divisé par ordre de H. Ceci étant dit, on fait une autre remarque. Je prends l'anneau A égale Z sur 12Z, qu'on a déjà étudié, et l'ensemble I égale composé de classe de 0, de 4, de 8, donc en fait c'est
classe de 4 multiplié par A, c'est un idéal bilatère de A. Je rappelle aussi que A est commutatif. Les éléments inversibles de A sont 1, 5, 7, 11, obtenus en prenant les nombres entiers qui sont premiers avec 12. Et leurs mesures sont eux-mêmes, parce que leurs inverses sont eux-mêmes, parce que 5 fois 5, 25. 25 c'est 2 fois 12 plus 1. 7 fois 7, 49, c'est 4 fois 12 plus 1. Et puis 11 fois 11, 121, ça fait 10 fois 12 plus 1. Voilà, donc Q égale A sur I va avoir pour élément I, I plus 1 qui fait ça, I plus 2 qui fait ça, et I plus 3 qui fait ça. Ce sont évidemment les seuls éléments, parce que d'abord ils sont disjoints 2 à 2, ils forment une partition de A, et puis l'ordre de Q est égal à 4, donc ça marche. Soyez la relation dans A définie par donc, la relation classique, alpha en relation avec bêta, si et seulement si alpha moins bêta appartient à I. Si je prends Y égale classe de 3, il est en relation avec X. Alors X, je prends classe de 7, inversible, parce que et son inverse, c'est la classe de 7, je l'ai dit tout à l'heure. Parce que X moins Y est égal à classe de 7 moins classe de 3 égale classe de 4 qui appartient à I. Mais classe de 3 n'est pas inversible, alors que classe de 7 est inversible. Pourtant, dans A sur I, classe de 7 est égale à classe de 3. Et donc, ils sont inversibles de classe, et la classe leur inverse, c'est classe de 7 égale classe de 3. Il n'empêche que 3 n'est pas inversible. 7 égale classe de 11 est inversible dans A, et on sait que son inverse est classe de 11. Et bien là, z moins x est égal à 11, moins 7 est égal à 4, classe de 4 qui appartient à I. J'ai z qui est en relation avec x, et là, x et puis z sont inversibles, et je remarque que z moins 1 qui est égal à z est en relation avec x moins 1 qui est égal à x. Remarque, si A plus point est unitaire et commutatif, x pour être plus tranquille. XY d'inverse x moins 1 et y moins 1, et H un idéal bilatère de A, X avec la relation classique, non, avec la relation classique RH, c'est-à-dire X moins Y qui appartient à H, eh bien, si X est en relation avec Y, alors son inverse est en relation avec Y moins 1. Alors j'ai supposé qu'ils avaient tous les deux l'inverse. En effet, x moins y appartient à h, donc il est égal à h appartenant à h, x moins 1 égale 1, qui est égal à y moins 1. Donc y plus h, parce que x c'est y plus h. Facteur de x moins 1 est égal à y moins 1, et là j'ai multiplié par y moins 1, peu importe que ce soit à gauche ou à droite, parce que je l'ai pris commutatif. Et donc ça fait y moins 1, y plus h, x moins 1, égale y moins 1, y, ça fait 1. Et donc il va rester y moins 1, qui va donc être égal à y moins 1, y fois x moins 1, mais ça fait x moins 1, plus y moins 1, h x moins 1. D'accord? Et ça appartient à I, parce que h est un idéal bilatère, hx moins 1 appartient à I, et donc multiplié par y moins 1, ça appartient à I aussi. Donc je vois que x moins 1 moins y moins 1 appartient à I, et donc x moins 1 est en relation avec y moins 1. Et là, on va retrouver x point, que l'inverse de x moins 1 est égal à l'inverse de y moins 1. D'accord? Mais qui marche autrement et qui vient de x point égale y point. Voilà, comme remarque. Remarque, on a un anneau A, un idéal bilatère I de A. A intègre n'implique pas que A sur I est intègre. Exemple, avec A égale Z sur 4Z, on a classe de 2 fois classe de 2 qui est égale à classe de 0, et pourtant classe de 2 n'est pas nulle. Petit 2, si I est égal à A, on est toujours avec un anneau, et J est égal à 0, I et J sont des idéaux bilatères de l'anneau A. Dans ce cas-là, A sur I, c'est égal à l'ensemble composé de la classe de 0. Et A sur J, c'est l'ensemble composé des singletons X, où X appartient à A, autrement dit, il est en bijection avec A.
Alors, on va démontrer le petit 2, puisque là, ça a déjà été fait. A est un sous-groupe de A, et A.A est inclus dans A, donc c'est bien I égale A est bien un idéal bilatère. D'accord ? X appartient à A implique que X moins 0 appartient à A, puisque ça fait X. Donc X est toujours en relation avec 0. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'une classe d'équivalent, c'est la classe de 0. A sur I est égal à 0. Dans l'autre cas, 0 est un sous-groupe évident pour l'addition de A, et 0.A, ça fait 0, et donc c'est bien un idéal bilatère, là aussi, parce que A.0 c'est pareil, ça fait 0. XY, si XY appartient à A et X est différent de Y, X moins Y va être différent de 0, donc X ne sera pas en relation avec Y. Donc classe de X sera différente de classe de Y. D'accord ? Donc la classe de X, elle est réduite à X. Dans ce cas, on considère la projection canonique qui est X appartenant à A associe la classe de X qui appartient à A sur J. Eh bien, c'est une bijection, hein, et donc ça va être c'est un isomorphisme. On savait déjà que c'était une surjection. Là, c'est évidemment une bijection. On dit qu'un idéal bilatère I différent de A de l'anneau A est premier, donc il faut qu'il soit différent de A. Si A sur I est un anneau intègre. Donc ça veut dire que forcément A sur I va être différent de la classe de 0 parce que I est différent de A. Et donc si on prend un élément qui n'appartient pas à I, il y en a, X plus I, ça va donner la classe de X et elle sera différente de I. Donc si I est différent de A, I premier est équivalent à dire que pour xy appartenant à A, x.y appartient à I, parce que c'est la classe de 0 ça, hein, implique que x appartient à I ou y appartient à I. En effet, dire ça, ça équivaut à dire classe de x multipliée par classe de y égale 0, hein, ce qui implique que classe de x égale 0 ou classe de y égale 0. C'est ça que ça veut dire I premier. D'accord ? Hein, A sur I intègre. Et ça se traduit par ça. Quel que soit n appartenant à n, nz est un idéal bilatère de z plus multiplié. 0z est égal à 0, bien sûr. 1z est égal à z. Et si n appartient à n, alors, et que n... alors nz premier, ça équivaut à n égale 0, ou bien n est premier, donc supérieur à 1. Démonstration, pour n égale 0, nz est égal à 0, différent de z, et x.y appartient à 0, ça équivaut à dire que x égale 0, x.y égale 0, donc x égale 0 et y égale 0. Donc x appartient à i ou y appartient à i. Voilà. Donc ça veut bien dire que pour n égale 0, j'ai bien 0z qui est premier. D'accord ? Donc là, j'aurais pu l'écrire 0z est premier. Alors maintenant, si n est égal à 1, nz est égal à z, donc il n'est pas premier. 1z n'est pas premier. Supposons maintenant que n est supérieur à 1. Si n est premier, classe de x, classe de y égale 0 équivaut à dire qu'il existe k appartenant à z et que x.y égale kn. Bon, ce qui implique que n, alors n il est premier, donc il va diviser le produit x, y. Donc il divise x ou y. S'il divise x, il appartient à nz, s'il divise y, il appartient à nz. Donc, j'ai bien que classe de x, classe de y égale 0, implique que classe de x égale 0 ou classe de y égale 0. Voilà. Donc, n premier implique nz premier. Réciproquement, supposons nz premier et n non premier. Alors, il existe xy appartenant à n, tel que xy est égal à n avec x et y compris entre 1 et n. Donc, si on a xy qui appartient à nz, alors, puisque nz est premier, x appartient à nz ou y appartient à nz. Ça va être impossible parce que x il est entre 1 et n, donc il ne peut pas être un multiple de n. Et y aussi. Donc n est premier. On avait même supposé. Voilà.
et d'où l'équivalence. Si f est un morphisme d'anneau, de A vers B, si ker de f est différent de A, et si J est un idéal premier de B, alors f moins 1 de J est un idéal premier de A. Démonstration, on sait que f moins 1 de J est un idéal de A, ça on le sait déjà. On sait aussi que f moins 1 de J, parce qu'on l'a supposé, est différent de A, d'accord, car f différent de A. Supposons x, y appartenant à A et x.y appartenant à f moins 1 de J. Alors f de x.y appartient à J, donc, et ça c'est comme c'est un morphisme, ça fait f de x.f de y appartient à J, mais J est premier, donc f de x appartient à J ou f de y appartient à J. Dans ce cas-là, x appartient à f moins 1 de J, dans celui-là, y appartient à f moins 1 de J. Donc j'ai bien f moins 1 de J qui est un idéal premier. Voilà. Parce que j'avais supposé ça et j'ai ça. Remarque, f un morphisme, et là c'est très important, surjectif d'anneau. De A vers B et J un idéal de B. Alors f de J est un idéal de B. Si c'est pas surjectif, ça ne marche pas forcément. Démonstration, si x appartient à f de J et que y appartient à B, f est surjectif, c'est là qu'on l'utilise. Donc il existe A appartenant à A et y tel que y est égal à f de A. X appartient à f de J, donc là il n'y a pas de problème, il existe U appartient à J et x égale f de U. Donc x.y va être égal à f de x, f de U, c'est-à-dire f de AU. Je me suis trompé, oui, pas f de x, f de A. Hein. D'accord? Donc J idéal de A, ça implique que A.U appartient à J. D'accord? Donc x.y, le f de AU, puisque ça appartient à J, j'ai dit, x.y va appartenir donc à f de J. Donc f de J.B, parce qu'au départ j'avais pris un élément de f de J et un élément de B. Donc, en multipliant, j'ai obtenu un élément de f de J. F de J.B est inclus dans f de J. Ça veut bien dire que f de J est un idéal. On voit maintenant la notion d'idéal maximal, soit un idéal I de l'anneau commutatif. On dit qu'il est maximal si I est différent de A et si I et A sont les seuls idéaux de A contenant I. Donc idéal maximal pour l'inclusion. Les idéaux maximaux de Z sont les PZ ou P appartenant à N et premier. On a vu une démonstration que Z est principal, ces idéaux sont donc les PZ. 0Z est inclus dans 2Z, donc il n'est pas maximal, et 1Z égale Z, donc il n'est pas maximal. Soit P est supérieur à 1, si P n'est pas premier, il existe un B appartenant à N, vérifiant ça tel que P égale AB. Donc PZ est inclus dans AZ qui est différent de Z. L'inclusion PZ inclus dans AZ est stricte parce que A n'appartient pas à PZ. L'inclusion AZ inclus dans Z est stricte car A plus 1 n'appartient pas à Z, sinon on aurait A divise A plus 1, donc A divise 1, ce qui est faux. Donc on voit que PZ est bien maximal. Supposons maintenant que P soit premier et que I soit un idéal qui contienne PZ et qui soit inclus dans Z. I est un idéal de Z, donc I est un AZ, A appartenant à N. Donc PZ est inclus dans AZ, ce qui implique que A divise P. Et comme P est premier, A égale 1 ou A égale P. Mais dans ce cas-là, A égale 1, ça nous fait un Z, ça fait I égale Z. Et dans le cas P, ça fait I égale PZ. Donc PZ est bien maximal, d'où le résultat. I est un idéal de l'anneau A commutatif unitaire. Alors I est maximal si et seulement si l'anneau A sur I est un corps. On sait que c'est un anneau. Hein. C'est un corps si tout X différent de 0, hein, dans A sur I bien sûr, c'est-à-dire c'est des classes. Hein. Donc ça veut dire ça que X n'appartient pas à I est inversible. Donc dans ce sens-là, on suppose I maximal et I différent de A. Soit X appartenant à A tel que la classe de X soit différent de 0. Donc X n'appartient pas à I. Et soit J égale I plus XA. C'est un idéal car I et XA sont des idéaux. X appartient à J. Alors X appartient à J. Oui, j'ai dit car XA, X appartient à J. Oui, pourquoi? Parce que X
il est égal à 0 plus x multiplié par 1. J'ai supposé unitaire. Hein. Donc, x appartient à j et x n'appartient pas à i. Donc, j est égal à a. Alors, j est égal à a, ça veut dire ça. Mais 1 appartient à a. Donc, 1 va être un i qui appartient à grand I, plus xa. D'accord? A appartenant à a. Et donc, quand je passe aux classes, la classe de i, comme il appartient à j, ça fait 0. Donc, classe de 1 égale classe de x multiplié par classe de a, ce qui veut dire que toute classe de x non nulle est inversible, donc A sur I est un corps. Réciproquement, si A sur I est un corps, soit J un idéal tel que I est inclus dans J et J différent de I, il existe X alors appartenant à J moins I. X n'appartient pas à I, qui est égal à la classe de 0, donc X est inversible, d'inverse classe de Y. X.Y est égal à 1, au niveau des classes. Donc xy moins 1 appartient à i, donc xy moins 1 appartient à j. Mais x appartient à j, donc xy appartient à j. D'accord? Parce que j est un idéal. Bon. Et j est un groupe. Donc quand je fais moins 1 c'est xy moins 1, moins xy. Ça appartient à j. Et ça, ça appartient à j. Je soustrais deux éléments qui sont dans j, j'obtiens un élément dans j, parce que c'est un groupe. Donc 1 appartient à j, mais j est un idéal. Donc à ce moment-là, 1 fois x appartient à j, quel que soit x appartenant à a. Donc ça veut dire que tout x appartient. Donc ça veut dire que a est inclus dans j, donc j est égal à a. Donc j est maximal et c'est gagné. Dernier point, a un anneau commutatif unitaire. C'est un corps si et seulement si a et 0 sont les seuls idéaux de a. Démonstration. Supposons que ça soit un corps, soit i un idéal différent de 0, alors il existe x différent de 0, x appartenant à i, x est inversible, donc x.x-1, c'est toujours la même chose, hein, appartient à i, parce que i est un idéal, donc 1 appartient à i, donc 1a appartient à i, quel que soit a appartenant à a, donc i égale a. On l'a refait 3 fois ce truc-là. Hein. Voilà. Et reste, si i est un idéal non nul, c'est a. Donc on avait bien démontré ça. Réciproque, supposons que les seuls idéaux sont 0 et a. Et prenons x appartenant à a étoile, donc x non nul. xa est un idéal qui contient x fois 1 égale x, qui est différent de 0. Donc xa est un idéal non réduit à 0. Donc xa est égal à a. Toujours la même technique, 1 appartient à a, donc il existe y appartenant à a, tel que 1 est égal à xy, ce qui veut dire que x est inversible. Quel que soit, on avait pris x appartenant à étoile, hein. Donc quel que soit x appartenant à étoile. Donc A est bien un corps.